Son expérience qui nous intéresse aujourd'hui. Hypersensible dans l'âme, elle fait de ce trait de caractère un levier de leadership quotidien. Au cours de notre entretien avec elle pour ce webinaire, deux questions lui ont été posées. Pour la première, comment Emmanuel Mabélé se décrirait en quelques mots? Sa réponse a été, je cite, je dirais qu'Emmanuel est résiliente, drôle et un peu têtue sur les bords, et surtout une amoureuse de la vie. Et pour la deuxième question, à savoir pourquoi parler du leadership et de l'hypersensibilité aujourd'hui, elle a répondu, pourquoi parler de leadership? Il m'est déjà arrivé de parler certains projets, de devoir tenir devant les autres et présenter mon travail, d'aider, de faire du bénévolat. En tant qu'hypersensible, les gens sont parfois troublés ou choqués que je prenne des initiatives, que je conduise un projet, que je m'exprime sans filtre, peut-être à cause des préjugés. En voyant cette partie de moi jugée trop sensible, cela peut sembler déroutant, contradictoire pour beaucoup, alors que pas du tout. Je trouve que les deux vont de pair. De nombreuses personnes, d'autres hypersensibles, m'ont souvent approché pour me demander comment je faisais. Aujourd'hui, ce webinaire est un peu comme une réponse que je leur apporte, d'où le choix de ce thème. On va rentrer dans le vif du sujet dans un instant, mais avant tout ça, voici comment va se dérouler notre session. Notre invité prendra la parole pour partager sa vision pendant 30 à 45 minutes. Vous pouvez poser vos questions dans le chat à tout moment. Vous pouvez aussi attendre la session de questions-réponses, c'est à vous de voir. J'aurai l'œil sur le chat en tout cas. Et enfin, notre très cher coach formateur de vie prendra la parole. Madame Mabélé, le leadership commence souvent par la connaissance de soi. La parole est à vous. J'espère que vous me recevez bien. Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Effectivement, je me reçois très bien. Déjà, merci beaucoup Yasmina. C'est un plaisir pour moi de vous retrouver tous ce soir. Je reconnais pas mal de têtes, donc ça fait plaisir. Donc, qui je suis? Déjà, je suis tellement heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour ce webinaire parce qu'il me tient vraiment à cœur. Lorsque Dédi est venu me voir pour en parler, on m'a proposé de nombreux sujets et celui-ci a été une évidence pour moi. D'accord. Et donc, avant de commencer, je voudrais vous poser une petite question. Est-ce que vous avez déjà eu l'impression de ressentir les choses trop fort ou l'impression d'être trop émotive pour être un vrai leader? Alors, soit vous me répondez dans les commentaires, ou je vois un oui, coucou Céline, ou c'est une réponse personnelle, d'accord? Et si oui, bah, je pense que c'est le webinaire, il est fait pour vous. Un autre oui. Si c'est non, ok, il y a un non. Super, il y a pas mal de oui, donc je suis contente, hein, donc je ne suis pas seule. Si c'est non pour le nom de One Shot, bah écoute, tu peux quand même rester. Vous pouvez quand même rester et vous allez peut-être reconnaître quelqu'un ou même changer votre façon de voir l'hypersensibilité grâce à ce webinaire. Donc, on va commencer. Déjà, je voudrais présenter le thème qui est hypersensibilité et leadership. Donc, lorsqu'on parle en fait d'hypersensibilité et de leadership, ce sont deux mots qu'on ne met pas souvent ensemble. Mais pourtant, aujourd'hui, j'ai hâte de vous montrer pourquoi hypersensibilité et leadership vont main dans la main. Donc ce soir, mesdames et messieurs, nous allons explorer ensemble ce qu'est vraiment l'hypersensibilité. Mais surtout, je voudrais apporter les faits scientifiques, d'accord? Ce que la science nous dit à ce sujet et surtout comment assumer qui vous êtes pour devenir le leader ou la leader que vous êtes vraiment. Pour commencer, je vais me présenter. Donc,
Je me présente, Emmanuel Mabélé, Emmanuel Rolsa Mabélé. J'ai 28 ans et je suis en ce moment en licence 3 des ressources humaines et mon souhait est de pouvoir faire un master de gestion de projet culturel parce que la culture, c'est un peu mon bébé. J'aime la culture, j'aime l'art. J'ai pour passion de visiter les musées, de lire les livres. J'écoute beaucoup de musique parce que j'aime ça. Et j'ai un parcours assez atypique parce que j'ai commencé avec la médecine, qui a été mon premier amour, mais que j'ai dû malheureusement arrêter pour me réorienter vers les ressources humaines. J'ai dû me réorienter à cause de la dépression et l'anxiété. J'ai souffert d'anxiété sévère, diagnostiquée, et aussi de dépression aussi diagnostiquée, un début de dépression. Ce- C'est pour ça, en fait, qu'aujourd'hui, je me tiens devant vous pour vous parler d'hypersensibilité parce que durant mes séances de thérapie, avec ma psychologue et aussi mon psychiatre, parce que ces deux-là vont de pair, et durant une séance, la psy m'a sorti, mais je pense que Manuel, je pense sincèrement que vous êtes une hypersensible. Bon, c'était pas, comment dire, c'était pas une nouvelle, hein. Je me disais bien, mais grâce à ces mots, ça a été comme une confirmation de ce que je savais déjà. Et, euh, et surtout, bah, le savoir m'a aidé à m'en sortir, à me connaître pour pouvoir arriver aujourd'hui où j'en suis et de décider de changer de voie et puis avancer. Donc, je ne suis pas là aujourd'hui parce que voilà, j'ai tout réussi, non? Plutôt, je commence à croquer la vie à pleines dents. Donc, j'ai traversé beaucoup de choses assez difficiles et ce sont ces choses-là qui m'ont transformée. Et c'est exactement ce dont je vais vous parler ce soir. Donc, pour commencer, qu'est-ce que c'est l'hypersensibilité? Est-ce que quelqu'un a une idée de l'hypersensibilité? Si oui, est-ce que vous pouvez le mettre en commentaire? Sinon, bah, je vais continuer. D'abord, l'hypersensibilité, c'est d'abord un terme, qui a été popularisé par la psychologue américaine Helen Aron dans les années 90. Donc, elle a su mettre en fait un nom sur quelque chose que beaucoup de gens vivaient sans pouvoir l'expliquer. Donc, c'est une réalité biologique, d'accord? Au niveau du système nerveux, c'est le cerveau qui traite en fait les stimuli, les émotions, les sons, les ambiances de manière un peu plus profonde et plus intense que la moyenne. Donc, en fait, Hélène Aron, elle a identifié le profil HSP, donc en anglais Highly Sensitive Person. Selon ses recherches, environ 15 à 20% de la population mondiale est hypersensible. Donc, on peut voir qu'il ne s'agit pas d'un trouble ou une maladie, c'est plutôt un trait de personnalité qui est inné. Donc, c'est ancré dans la biologie. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les personnes hypersensibles vont ressentir les ambiances de manière très fine. Elles vont être particulièrement touchées par la beauté, la musique, les œuvres d'art. Je vous ai dit tout à l'heure que j'étais une passionnée de musée. Donc, on a tendance à faire une fixette sur les détails. D'accord? Donc, vous avez aussi une grande empathie. Les personnes hypersensibles ont une grande empathie. Donc, ils vont ressentir ce que les autres ressentent. Ils sont facilement submergés par trop de stimuli, donc trop de bruit, de foule, de conflits. Pour la petite histoire, moi, par exemple, j'ai, comment dire, j'ai un souci avec les textures. Les textures trop brutes, je ne saurais pas comment l'expliquer, mais il y a un type de texture que je ne supporte pas. Donc quand je m'achète des draps, par exemple, pour mon lit, je fais attention à ce type de texture, sinon après, je suis trop stimulée, ça me déteste, ça me rend nerveuse. Je déteste ça. Je déteste ça. Et plus tard, bah, j'ai jamais compris pourquoi. Bah, avec la thérapie, j'ai compris en fait que c'est parce que j'étais overstimulated par le drap, tout simplement. Voilà un peu. Donc, ces personnes-là, en fait, sont facilement submergées par trop de stimuli. On va analyser tout en profondeur avant de décider. Les personnes hypersensibles analysent beaucoup, analysent tout. Ils prennent énormément de temps avant de pouvoir se décider. Je pense que certains vont se reconnaître là. Hein. Et souvent, mais très souvent, ils sont très, très, très perfectionnistes.
très perfectionniste. C'est d'ailleurs l'une des choses qui les détruisent un peu malheureusement. Donc, le modèle de Dawes, en fait, c'est un modèle que Hélène Aron a mis en place afin d'identifier, en fait, les caractéristiques, donc les 4 caractéristiques principales de ce qu'on appelle, enfin, de l'hypersensibilité. Donc, on a le D pour Depth of Processing, qui n'est autre que la profondeur du traitement, le O pour Overstimulation, le E pour Emotional Reactivity, and Empathy, malheureusement je ne l'ai pas mis là, donc la réactivité émotionnelle, le S pour Sensitivity to Subtleties, donc la sensibilité aux subtilités. Donc le D, en fait, c'est une analyse profonde et connexion des points. Donc, ici, on a les 4 caractéristiques des personnes hypersensibles. C'est ce que Hélène a essayé de faire, de les mettre, de les catégoriser en 4 points. Donc le D, en fait, il s'agit de la profondeur du traitement. Ce sont les personnes hypersensibles qui ne traitent pas les informations en surface. Donc elles vont en profondeur. Elles vont analyser, elles vont connecter les points. Et je vous avoue que c'est parfois épuisant. Mais en tant que leader, pour moi, je trouve que c'est une caractéristique qui peut vraiment aider, qui peut être une force en fait extraordinaire dans la prise de décision. Donc, le O pour overstimulation, qui n'est autre que la surcharge émotionnelle. En fait, il s'agit en fait des personnes qui vont elles traiter plus d'informations. Donc, elles peuvent se retrouver plus rapidement en fait en surcharge. Je vous ai pris l'exemple en fait du drap, mais ça peut être de plusieurs façons. On peut avoir les bruits. Je connais quelqu'un qui ne supporte pas le bruit des fourchettes sur son assiette quand elle mange. Elle déteste ça. Ça peut être le bruit même des pages qui tournent. Il y a des gens qui détestent ça. Donc, les personnes hypersensibles, vous retrouverez ce type de caractéristiques chez eux. En ce qui concerne le E, Emotional Reactivity and Empathy, en fait, c'est une capacité empathique hors du commun. Donc, les personnes hypersensibles vont ressentir les émotions des autres comme si c'était les leurs. Pour certaines personnes, ça peut être une faiblesse. Mais pour moi, en leadership, pour être un leader, un véritable leader, en fait, doit être capable en fait, de se mettre à la place de l'autre. Être empathique, en fait, c'est comme avoir en fait un radar social qui nous aide vraiment en société. Donc le S pour sensitivity to subtleties, en fait, il s'agit tout simplement de la sensibilité aux subtilités. Donc les hypersensibles vont remarquer ce que les autres ne voient pas. Donc, moi, par exemple, dans un groupe, quand quelqu'un est triste ou quand une personne ne va plus parler à cause d'un sujet ou ce que vous voulez, je le remarque. Je vais souvent demander à la personne est-ce que ça va, est-ce que tout va bien. On remarque en fait ces petits détails-là chez les gens. Donc le ton de la voix, les petites tensions durant une réunion. Et moi, pour moi, je trouve que c'est un très beau trait pour un leader. Parce qu'un leader, ce n'est pas seulement quelqu'un qui impose ses choix aux autres. C'est plutôt quelqu'un qui a cette capacité de se mettre à la place de l'autre, de savoir prendre en compte les décisions en tenant en compte aussi les émotions des autres, d'accord, les décisions des autres. Donc, c'est vraiment ce détail-là en fait qui peut changer une décision entière en fait dans la prise de décision, même dans la gestion des conflits en entreprise par exemple. Et je vais vous présenter une étude, vous voyez, je ne l'ai pas mis là dans le PowerPoint. Donc, c'est une étude en fait en neurosciences qui ont montré que les personnes hypersensibles ont une activation plus forte des zones du cerveau liées à l'empathie, à la conscience de soi et à la prise de décision complexe, notamment tout ce qui est insula et le cortex préfrontal. Malheureusement, mes connaissances en médecine sont un peu limitées, mais je pense que Dédi saura nous expliquer un peu tout à l'heure. D'accord. Ensuite, je pense que ce modèle-là peut vous aider en fait à vous auto-évaluer. Vous aider à auto-évaluer votre profil, d'accord? Si vous vous reconnaissez dans tout ce qui est dit là, dans le modèle de Dawes, bah, j'ai une bonne nouvelle pour vous, peut-être une mauvaise, vous êtes hypersensible. Il se peut que vous soyez hypersensible, ok? Donc, ce qui n'est pas... Il faudrait aussi démystifier l'hypersensibilité, d'accord? Parce que l'hypersensibilité, ce n'est pas être fragile.
Alors là, pas du tout. Donc j'aimerais en fait que ce soit, nous tous qui sommes présents ici, nous puissions comprendre que l'hypersensibilité, ce n'est pas juste être fragile, la personne qui pleure trop devant un film. Non, pas du tout. D'accord? Ce n'est pas être trop dans les émotions, ce n'est pas. Et puis dans le monde du travail, un hypersensible n'est pas incompatible avec le monde professionnel. Ça, c'est totalement faux. Un hypersensible ou une hypersensible, être hypersensible, pardon, ce n'est pas un défaut. D'accord? Parce que on entend souvent les personnes qui, moi, on m'a très souvent dit la même chose. Oh, tu es trop émotive, il faudrait que tu changes ça, tu dois être forte, tu dois être forte, tu dois résister à tout. Bah, je ne peux pas changer qui je suis, je ne peux pas changer la biologie qui se passe dans ma tête. Ça, c'est vraiment pas possible. Donc déjà, s'il y a des gens qui se reconnaissent là, il faudrait qu'elles comprennent que il ne faut pas aller dans une optique de changement, mais plutôt une optique de compréhension. Se comprendre soi-même, embrasser qui on est pour pouvoir prendre les bonnes décisions, d'accord? Pour pouvoir sortir du lot, pour pouvoir être un bon leader. Vous touchez, on parle aujourd'hui de leadership. D'accord? Donc, l'hypersensibilité, ce n'est pas un défaut. Vous voyez les personnes qui ont une sorte de mémoire photographique, d'accord? On pourrait comparer l'hypersensibilité à cela. Les personnes qui retiennent tout la mémoire photographique, ou même les personnes ambidextres, donc qui utilisent leurs deux mains. Ils ont cette capacité d'être à la fois droitier et gaucher. Il faut voir l'hypersensibilité de cette manière aussi. Il faut l'aborder de cette façon. D'accord? C'est une façon de. C'est juste une différente façon de fonctionner qui a ses avantages et ses défis, comme tout le monde. D'accord? Et moi, quand on l'entend, j'ai cru que mon hypersensibilité, c'était un défaut, que je ne pouvais pas avancer, que ça allait être compliqué pour moi de trouver, par exemple, du travail. Mais c'est totalement faux. Aujourd'hui, ma capacité à me mettre à la place de l'autre m'a ouvert plus de portes qu'autre chose, en fait. Ensuite, quand on est hyper sensible, on a tendance à tomber dans le piège du perfectionnisme, pardon. D'accord? Parce que les hypersensibles, ils vont tout ressentir plus fort. Donc, ce sont des personnes qui vont voir en fait leurs erreurs en haute définition, en 4K. D'accord? Ils ne vont pas voir ça chez les autres. C'est ce qui est drôle, mais ils vont le voir sur eux-mêmes. Ils vont être leurs premiers juges, ils vont se juger avec sévérité. Et surtout, ils ont peur de décevoir les autres. Il y a une étude en fait de Flett et Hewitt qui a été faite en 2002 qui en fait distingue deux types de perfectionnisme. Parce que oui, le perfectionnisme, ce n'est pas mauvais, c'est bien, c'est un bon trait de caractère, mais ils ont distingué deux types de perfectionnisme. Il y a le perfectionnisme toxique, donc, ou alors maladaptif, et le perfectionnisme adaptif. Donc le perfectionnisme adaptif, lui, en fait, c'est celui qui est sain, qui va vous pousser à l'excellence. D'accord? Alors que le perfectionnisme maladaptif, lui, il est toxique. Il est vraiment basé sur la peur d'échouer, la peur du regard des autres. Il est vraiment tourné vers l'extérieur. Alors que le perfectionnisme sain, lui, il nous pousse à être meilleur. D'accord? Donc c'est vraiment le perfectionnisme toxique, c'est vraiment une exigence punitive qui est basée sur la peur du jugement et le besoin du contrôle total. Donc là, on n'est plus en fait dans l'excellence, on est plutôt dans une prison. Et ça a un coût vraiment réel. Ça détruit. Je vous ai parlé de mon expérience en médecine. J'avais cette tendance à me mettre la pression, à vouloir tout bien faire. Je voulais être excellente, je voulais être la meilleure. Mais je ne me rendais pas compte en fait que je me mettais une pression malsaine. Donc là, on était vraiment dans un perfectionnisme maladaptif. Et comme je vous l'ai dit, j'avais été diagnostiquée avec de l'anxiété sévère. Je ne pouvais plus sortir de chez moi sans faire des crises de panique, dépression, burn-out, tout ça. Ça a été diagnostiqué par ma psy et mon psychiatre. D'accord? Donc le perfectionnisme en fait toxique, lui, il va ressembler à je dois tout contrôler pour que rien ne parte de travers. Si je ne suis pas parfaite, les autres vont me juger. Je n'ai pas le droit à l'erreur. Si j'échoue, je ne vaux rien. Et croyez-moi, ces phrases-là, je me les suis dites un jour.
plusieurs fois même. Je disais que je ne vaux rien parce que voilà, j'avais une mauvaise note. Mon TP, ça s'est mal passé. Je n'ai pas su être efficace en stage. Ça me détruisait littéralement parce que justement, je ressentais tout ça. Je voulais absolument bien faire les choses. Je voulais aider les autres. Je ne voulais pas décevoir mes parents. Je ne voulais pas alors que eux, tout ce qu'ils voulaient, c'était mon bonheur. Donc en fait, le perfectionnisme toxique va nous pousser à imaginer parfois des choses que les autres ne pensent pas. Le combat, c'est avec nous-mêmes. Et parfois, c'est pas avec les autres. Les autres, en général, ne nous regardent pas. D'accord? Et pour ça, il faut alors passer de l'excellence, de l'exigence, pardon, l'exigence punitive à l'excellence bienveillante. C'est-à-dire, au lieu de vouloir tout le temps se punir, comment dire, se mettre les bâtons dans les roues, se mettre une forme de pression vraiment toxique, il faut plutôt viser la bienveillance, se comprendre, être bienveillant envers soi-même, se comprendre soi-même, d'accord? Tourner en fait sa vision vers la mission, ce dont on veut faire, pas vers la peur. Et donc, dans tout ça, en fait, quand on exige trop de soi-même pendant longtemps, bah, le corps et l'esprit finissent par dire stop. Comme on dit, ce n'est pas en fait la faiblesse, c'est plutôt la biologie, c'est normal. Quand vous mettez une forte pression, quand vous demandez trop de vous, en fait, bah, au final, votre corps, il va vous lâcher. Donc, s'il y a des gens aujourd'hui, ce soir, hein, qui se mettent trop la pression, qui ressentent trop, aujourd'hui, j'aimerais vous dire, allez doucement, quoi, chillez un peu, soyez cool, ok? Parce qu'au final, même cette pression que vous infligez, avec le temps, elle finira par venir. Il faut que ce soit une pression qui vise, non, une pression bienveillante, pas une pression dirigée vers les autres ou dirigée vers les résultats, mais plutôt vers ce que l'expérience va vous rapporter, pas forcément les résultats. Donc, en changeant en fait l'exigence vers l'excellence bienveillante, on y arrive. Et aussi, on peut voir que l'hypersensibilité peut être une force. Le leadership en fait traditionnel, le leadership d'aujourd'hui, il a longtemps valorisé en fait être rationnel. Il faut être rationnel, il faut être froid, mettre de la distance émotionnelle, il faut être ferme. On nous dit parfois en entreprise que les émotions n'ont pas leur place dans les affaires, c'est un monde de requins. C'est pas faux, c'est vraiment pas faux. Hein. Mais il faut comprendre aussi que le monde aujourd'hui, il a changé. Il a changé. Avec le développement de l'IA, tout ce que vous voulez, les gens vont de plus en plus désirer les connexions sociales, ils vont de plus désirer les personnes qui ont cette capacité de communiquer, cette capacité de se comprendre. Aujourd'hui, on parle de soft skills. C'est bien beau d'avoir les hard skills, connaître, avoir les compétences, mais si en entreprise, on n'est pas capable d'avoir des soft skills, être communiquer, être bienveillant, ce que vous voulez, bah, au final, vos hard skills ne vous servent plus à rien, en fait. D'accord? Donc, les leaders hypersensibles, en fait, ils ont des forces naturelles que beaucoup de leaders passent des années à développer. C'est pour ça que je dis aujourd'hui que l'hypersensibilité peut être une force. Au lieu de voir les défauts, de voir juste l'émotion, mais il faut aussi voir l'empathie profonde qu'on développe, l'écoute active. Les hypersensibles vont avoir cette capacité d'écouter les autres. Ils ont aussi une forme d'intelligence émotionnelle plutôt supérieure aux personnes lambda. La vision, la créativité. En ce qui concerne par exemple l'empathie, lorsque vous sentez que vos équipes vivent avant même qu'elles le disent, bah, on détecte la fatigue. Quand on est empathique, bon, on a cette capacité de détecter que bah, aujourd'hui, notre équipe n'est pas en pleine forme. On peut détecter les frustrations, on peut détecter pas mal de choses parce qu'on a cette capacité de se mettre à la place des autres. D'accord? Et en ce qui concerne l'écoute active, bah, les hypersensibles vont être là pour écouter, pas pour juger. Ils vont pas juste « Oh, j'ai pas le temps de l'écouter. C'est le travail. »
faut faire vite. Non, il y aura cette capacité d'écouter, pas forcément pour répondre, mais plutôt pour comprendre aussi. Et c'est une qualité rare, en fait, qui va, en fait, valoriser, qui va, en fait, nous valoriser, nous mettre en avant dans nos équipes. Parce qu'on va créer une forme de confiance mutuelle. Les gens vont nous faire confiance parce qu'ils savent qu'on a cette capacité d'écouter les autres. En ce qui concerne l'intelligence émotionnelle, par exemple, Daniel Goleman, en 1995, il a démontré que l'intelligence émotionnelle, donc la capacité à reconnaître, à comprendre et à gérer ses propres émotions et celles des autres, c'est ça l'intelligence émotionnelle. Pas l'intelligence émotionnelle d'aujourd'hui dont on parle dans le monde du dating. Que oui, ton gars doit avoir l'intelligence émotionnelle, mais on ne sait pas ce que c'est l'intelligence émotionnelle. C'est pas parce que ton gars t'a refusé un date qu'il n'est pas intelligent émotionnellement. D'accord? Donc, pour revenir à ce qu'est l'intelligence émotionnelle, selon Daniel Goleman, en fait, c'est la capacité à reconnaître, à comprendre et à gérer ses propres émotions, mais surtout celles des autres. L'intelligence émotionnelle, c'est un peu comme l'empathie aussi. C'est vraiment avoir cette capacité de se mettre à la place des autres. Et il a été prouvé, d'ailleurs, que les personnes qui ont une forte intelligence émotionnelle ont parfois un QI plus élevé. Donc, oui, ils ont cette capacité vraiment à vraiment guider avec succès les autres. Donc, les hypersensibles ont souvent une intelligence émotionnelle, donc au lieu de QI, on l'appelle le E, naturellement élevé. En ce qui concerne la vision et la créativité, donc, parce que les hypersensibles vont traiter l'information en profondeur, parce que lui, ils ne vont pas s'arrêter en surface, ils vont chercher plus. Donc, ils vont remarquer en fait ce que les autres ne remarquent pas. D'accord? Donc, ils vont avoir cette capacité de voir les choses autrement. Ils ont cette capacité d'innover. Donc, si vous êtes hypersensible aujourd'hui et vous dites que je ne peux pas, bah, vous pouvez. Parce que vous avez cette capacité de voir les choses autrement. Parfois même plus en profondeur que ce que les autres voient. Moi, pendant longtemps, quand j'entendais parler, par exemple, c'est vraiment un jour un exemple, pardon. Pendant longtemps, j'ai vu le tableau de la Joconde. Et pendant longtemps, je ne vais pas vous mentir, j'étais une petite fille, je lisais beaucoup. Et un jour, j'étais tombée sur la Joconde dans un livre. Je ne vais pas vous mentir, ce qui m'a intriguée sur ce tableau, c'était le sourire de la Joconde. Ça a torturé mon esprit pendant des années. Je ne comprenais pas, en fait. Son sourire était bizarre. Et je faisais une fixette vraiment sur le sourire de la Joconde. Et un jour, j'ai découvert que la Joconde est limite célèbre à cause de son sourire. Parce que, bon, Léonard de Vinci, je crois, il a utilisé des techniques pour donner l'impression que son sourire est en mouvement. Et ça fait tilt dans ma tête. Je me dis, mais je savais qu'il y avait quelque chose avec son sourire. Je me disais bien qu'il y avait quelque chose. Mais c'est que des années après. Donc, pour vous dire que on a cette capacité de voir vraiment les petits détails. Et ça, c'est pas seulement le seul. Il y a d'autres tableaux, par exemple, Échec et Mat du diable. Moi, j'avais remarqué que l'ange regardait d'un côté. Mais j'ai jamais su pourquoi. C'est plus tard, avec des années, que j'ai compris. C'est un tableau de Friedrich Moritz Robinson. Je ne sais pas comment on le prononce, mais vous allez chercher, vous verrez que ce sont des tableaux vraiment fascinants quand on les regarde. Et quand on voit les tableaux dans les musées, on se rend compte qu'ils ne sont pas juste là pour faire beau. Il faut faire attention aux détails. Ils racontent en fait des histoires. Il y a souvent des tableaux avec des mariages. On se dit, c'est juste une représentation de mariage, mais parfois, l'auteur, le peintre, voulait en fait dénoncer les mariages d'enfants en fait, qui se passaient à cette époque-là. Mais nous, tout ce qu'on regarde, c'est juste une belle peinture. Les hypersensibles, à force de chercher en profondeur, vous avez cette capacité, ils ont cette capacité de comprendre. Et ça, c'est un plus. Parce que ça réveille en fait l'innovation, notre côté innovant. Donc, ça nous aide en fait à être authentique, assumer en fait, être hypersensible quand on l'assume pleinement. Les hypersensibles ne savent pas faire semblant. Ils ont du mal à jouer un rôle. Et franchement, dans un monde qui a soif d'authenticité, croyez-moi que ça, c'est vraiment une force. En ce qui concerne les défis
que peuvent rencontrer les hypersensibles. On a par exemple la surcharge émotionnelle. Donc, on peut être un leader hypersensible et c'est vrai qu'il y a excusez-moi, il y a des défis réels. Par exemple, la surcharge émotionnelle. Donc, prendre des critiques personnellement, absorber les émotions négatives des autres, avoir du mal à décrocher après le travail. Moi, ça m'arrive très souvent. Parfois, on a une journée super chargée et quand je rentre à la maison, je n'arrive pas à me déconnecter, à décharger en fait cette pression du travail une fois à la maison. C'est souvent difficile, mais il faut plutôt apprendre. Donc, comme outil, je peux vous présenter l'outil, le conteneur émotionnel. Donc, il s'agit en fait de se présenter une boîte, de visualiser une boîte où on dépose en fait ses émotions. Vous déposez vos émotions, les émotions des autres, avant par exemple une réunion importante ou bien une fois à la maison. Comme ça, juste le fait de le visualiser, ça va vraiment vous aider. Les hypersensibles ont parfois aussi cette difficulté à s'affirmer. D'accord? Donc, on a souvent peur de blesser les autres, de décevoir, d'être mal perçu. Je vous ai parlé de mon histoire avec la médecine. J'avais longtemps peur de décevoir mes parents en arrêtant, par exemple, la médecine. Mais plus tard, j'ai appris, mon père m'a dit, écoute, ma fille, je n'ai pas envie que ce soit un cadavre diplômé qui vienne à la maison. Moi, j'ai envie de ma fille, tranquille, qu'elle vienne. Que tu sois diplômée ou pas, tu restes ma fille. Mais j'avais complètement oublié que mon père n'était pas du genre à vraiment faire une fixette sur tout ça. Lui, tout ce qu'il voulait, c'était le bonheur de sa fille. Mais à cause du fait que je prenais tout personnellement, j'avais cette peur de décevoir tout le monde. J'avais complètement oublié que mon père, mes parents n'étaient pas comme ça. D'accord? Et il y a souvent cette peur aussi de blesser les autres. On aura peur de dire ce qu'on pense, de donner notre avis. Parce que justement, on ressent les choses, on a peur de décevoir. C'est général, c'est quelqu'un me disait, mais oui, faut avoir confiance en toi. Alors que le problème, c'est parfois pas la confiance en nous, parfois c'est l'autre. On ne veut pas blesser l'autre parce qu'on a cette capacité de ressentir cette douleur que l'autre aura. Et du coup, on a peur de dire à l'autre la vérité. Alors que pas du tout. Donc, comme outil pour ça, bah, on peut utiliser le feedback en sandwich. C'est un peu d'amélioration formulée avec soi et encouragement. D'accord? Et aussi, là, on a tendance à se suradapter. Donc, quand on est hypersensible, il y a tout le monde qui va nous dire oh, c'est bon, tu pleures trop, c'était pas si triste que ça, c'est pas important, oh, tu en fais trop. Et les gens vont nous dire il faut changer ça, il faut être plus fort et tout. Mais vous savez, changer qui on est selon les attentes des autres, jusqu'à ce qu'on ne se reconnaisse plus, c'est se trahir soi-même. Ça ne nous aide pas du tout, au contraire. On pense que ça nous aide, mais pas du tout. Pas du tout. Donc, ce qu'il faut faire comme outil, c'est vraiment avoir des valeurs non négociables. C'est-à-dire, vous définissez en fait ce sur quoi vous ne cédez pas, quoi qu'il arrive. Vous avez une bonne de potes, parfois, enfin, il y a un truc, parfois, il y a quelqu'un qui dit, j'avais un ami qui venait dire imbécile, imbécile, mais si vous mettez par exemple, vous dites, ah non, je n'aime pas ça, bah, cette personne comprendra. Ou alors vous-même, vous me mettez des valeurs, non, je ne me permets pas d'insulter quelqu'un d'imbécile, bah non, toi non plus, ne me traite pas d'imbécile. Apprendre à mettre des limites, en fait, des valeurs non négociables, de sorte à ce qu'on ne puisse pas juste suradapter pour pas blesser les autres. D'accord? Moi, par contre, aujourd'hui, je vous avoue que j'ai encore du mal avec certaines choses, telles que bah, la peur de blesser autrui. Parce que je sais ce que c'est d'être blessé. Et du coup, j'ai souvent peur, encore aujourd'hui, de blesser les autres. Mais j'apprends. J'apprends. Dans le monde du travail, malheureusement, on est obligé, s'il y a un feedback, s'il faut donner un feedback mauvais, bah, il faut le donner parce que d'une certaine façon, ça va aussi aider l'autre à évoluer. Donc, il faut voir les choses de cette façon, pas forcément de manière négative. Donc, en ce qui concerne assumer qui on est, donc oser l'authenticité, les hypersensibles, on leur a souvent appris à s'adapter, donc à nous mouler, de sorte à ce qu'on puisse entrer dans une case. Mais vous savez, il y a une sagesse là-dedans. S'adapter, en fait, c'est une compétence essentielle. Mais, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a une différence.
entre s'adapter et se trahir. Brené Brown, par exemple, c'est une chercheuse à l'université de Houston. Elle a consacré en fait des années de sa vie à étudier en fait la vulnérabilité et l'authenticité. Et dans ses conclusions, en fait, elle a dit ceci: les leaders qui osent être vulnérables, qui montrent qu'ils ne sont pas parfaits, qui assument leurs doutes, vont créer des liens plus forts et des équipes plus résilientes. Vous savez, être authentique, ce n'est pas juste montrer une facette de soi parfaite, la personne qui n'a pas de problème, qui n'a pas de soucis. En général, ces personnes-là, mais je pense que vous ferez le constat, on aura du mal à s'identifier à elles, même à créer des liens avec ces personnes. Alors, les gens qui vont nous montrer en fait qu'elles aussi, elles peuvent être blessées, elles aussi, elles ont entre guillemets des problèmes, on peut se sentir connecté à elles. Et c'est d'ailleurs un phénomène qu'on peut voir avec les influenceurs, par exemple. Vous allez voir aujourd'hui, les stars à l'époque, on n'était pas entre guillemets aussi proche d'eux, mais aujourd'hui avec Snapchat, ce genre de trucs, on a cette possibilité de voir leur vie, de voir qu'en fait, ce sont aussi des humains comme nous. Et parfois, on a cette capacité de se connecter à eux, voilà, parce que justement, ils nous montrent une partie de leur vie que nous aussi on vit. Donc, les leaders, être leader, ce n'est pas juste montrer un masque dur, montrer ce masque parfait. Non, oser être vulnérable. Quand on est vulnérable, on crée des liens. Et quand on crée des liens, on se retrouve avec des équipes plus fortes, en fait. On obtient des résultats plus évidents. D'accord? Donc, quand on assume qui on est en tant que leader hypersensible, ça ne veut pas dire se mettre à nu de tout le monde. Non. Il faudrait que vous sortiez ça de votre tête dès aujourd'hui. En fait, ça veut dire qu'il faut arrêter de s'excuser d'être sensible, arrêter de faire semblant que les émotions n'existent pas. Vous qui n'êtes pas, vous qui n'êtes pas hypersensible aujourd'hui, ce soir, qui m'écoutiez, il faudrait que vous compreniez que montrer les émotions, ce n'est pas mauvais. D'accord? Il faut arrêter de faire semblant, en fait, que les émotions n'existent pas. Ils existent et ils ont un but. Commencer à nommer ce qu'on vit avec discernement. D'accord? Et choisir des environnements autour de nous, des amitiés ou des équipes en entreprise qui valorisent l'authenticité. Moi, aujourd'hui, je ne peux pas travailler avec quelqu'un qui pour elle, voilà, pas d'émotion, pas de tout est carré. Je déteste travailler avec ce type de profil. C'est pas mauvais en soi, ce n'est pas mauvais en soi, mais si vous n'avez pas la capacité de vous mettre à la place de l'autre, croyez-moi que ça sera difficile pour vous d'être un bon leader. Ça sera difficile pour vous de vous connecter aux autres. Donc, diriger, l'idée, c'est aussi se connaître. Le leadership doit commencer par la connaissance de soi. C'est pas un luxe, hein. C'est plutôt une nécessité. Il est nécessaire que vous puissiez vous connaître. Et pour ça, vous devez vous poser 3 questions régulièrement. Qu'est-ce qui me donne l'énergie dans mon rôle de leader? Qu'est-ce qui m'en prend le plus? Vous pouvez noter, hein. Qu'est-ce que j'ai besoin pour me ressourcer? Je recommence. Qu'est-ce qui me donne de l'énergie dans mon rôle de leader? Qu'est-ce qui m'en prend le plus? Qu'est-ce que j'ai besoin pour me ressourcer? De quoi j'ai besoin pour me ressourcer? Je vais vous parler maintenant d'un concept, en fait, en psychologie. On appelle cela le concept de récupération psychologique. Il a été conçu par Sontag et Fritz en 2007. En fait, il montre que les leaders qui pratiquent des routines de récupération, de déconnexion, activité physique, temps de solitude, de méditation, en fait, ils vont être plus performants sur le long terme et moins sujets au burn-out. Donc, appliquer des activités qui vont un peu réveiller en vous ce côté émotif. Okay? Donc, quelle est votre routine de récupération? Moi, personnellement, j'aime beaucoup être seule et puis lire un livre, comme je l'ai dit. J'aime beaucoup la lecture. Et c'est vraiment quelque chose qui me ressource vraiment. D'accord? Donc, vous aussi, quelle est cette chose qui vous ressource, qui vous permet d'être un peu plus humain?
et pas juste mécanique, comme le voudrait aujourd'hui la société. Alors, pour le point de poser des limites, en fait, c'est vraiment l'acte de leadership le plus courageux. D'accord? Moi, j'ai longtemps pensé que poser des limites, c'était égoïste. Que dire non aux autres, c'était les abandonner, alors que pas du tout. Donc aujourd'hui, j'ai compris que c'est vraiment l'inverse. Un leader hypersensible qui ne pose pas des limites va finir par s'épuiser. Et un leader qui, lui, est épuisé ne peut plus diriger. C'est pour cela qu'il faut poser des limites. Il faut vraiment protéger sa capacité à donner sur le long terme. Il ne s'agit pas juste de performance sur le court terme, non. C'est sur le long terme, si on veut que son projet ou son équipe, ce que vous voulez, puisse avancer. Les limites temporelles. Donc, il s'agit de protéger les plages de récupération. Donc, vraiment avoir son temps de récupération, son livre, son petit temps pour écouter la musique. Les limites émotionnelles. Donc, ne pas absorber les problèmes de tout le monde. Garder la distance nécessaire pour rester lucide. C'est vrai qu'on a parlé d'empathie, mais être empathe, faire preuve d'empathie ne signifie pas absorber en fait les émotions de tout le monde, quoi. Les limites de rôle. Donc savoir ce qui vous appartient et ce qui appartient aux autres. Donc il faut responsabiliser les équipes. Ce n'est pas parce que vous êtes les hypersensibles ont tendance à tout récupérer et parfois on va faire le travail de l'autre parce que bon, il a dit qu'il est un peu fatigué. Non, au contraire, il faut responsabiliser les équipes. Il ne faut pas les materner. Comme ça, on crée en fait un climat clair et de confiance. Bon, en ce qui concerne, alors, j'ai voulu apporter un peu la boîte à outils du leader hypersensible. C'est vraiment une boîte. C'est vraiment une boîte qui peut nous aider. Donc, on peut avoir un journal émotionnel du leader pour les personnes hypersensibles, même non hypersensibles aussi. Je pense que ça pourra vous aider aussi. Moi, j'ai mon journal, en fait, où je fais du journaling. Je ne sais pas si vous connaissez le journaling. Donc, ce que je fais, c'est que j'écris dans un carnet comment je me sens, je nomme mes émotions, qu'est-ce qui m'a affecté aujourd'hui, de quoi j'ai besoin. Croyez-moi que ça fait un bien fou et vous pouvez faire des recherches que c'est vraiment quelque chose qui aide énormément de personnes. Quand je faisais mes thérapies, c'est l'une des choses que ma psychologue m'avait conseillé, de tenir un journal, de pouvoir écrire parce que ça allait m'aider effectivement, ça m'a aidé. Aujourd'hui, je vous parle, je ne suis plus du tout dépressive, je n'ai plus de l'anxiété, je ne suis plus sous anxiolytique ni sous antidépresseur. Ça va faire maintenant 2 ans. Donc voilà, c'est fini tout ça. Si ça peut donner de la force à quelqu'un, on peut sortir de tout ça aussi. Donc, un journal peut aider. Faire un recadrage cognitif, c'est-à-dire que lorsqu'une pensée négative nous arrive, telle que ah, je ne vais pas y arriver, je ne vais pas y arriver, je suis nulle, il faut plutôt apprendre à questionner. Et ça, aujourd'hui, je le fais vraiment. Dans le milieu dans lequel je travaille, c'est un milieu qui va vite. C'est qu'il faut prendre des décisions très vite. Et au début, c'était vraiment est-ce que je pourrais pas, est-ce que je me posais énormément de questions. Et une fois, ma responsable m'a dit un truc qui m'a boosté. Elle m'a dit de toutes les façons que ça arrive pas, il nous faut un résultat. D'accord? Que ce soit bon, que ce ne soit pas bon, on s'en fout. Il faut qu'on ait un résultat là, Emmanuel. Il faut que tu agisses. Et depuis, j'ai compris qu'en fait, elle attendait de moi que je sois active. Parce que c'est beau d'écrire dans son CV capacité à anticiper ou réactive, je ne sais plus. Mais sur le terrain, parfois, c'est compliqué. Surtout en tant qu'hypersensible, on pense beaucoup, on réfléchit trop. Mais il faudrait vraiment qu'on apprenne à questionner nos pensées. D'accord? Vraiment, est-ce que c'est vrai? Est-ce que je suis vraiment nulle? Non, je ne suis pas nulle. Si j'étais nulle, je n'allais pas avoir ce job. Si j'étais nulle, je n'allais pas passer cet entretien. D'accord? Ou même dire, est-ce que je dirais à une amie qu'elle est nulle? Non, dans ce cas, allez en France. D'accord? Donc, il faut plutôt interpréter les situations de façon bienveillante. Vraiment, j'insiste sur ce point, faire preuve de bienveillance envers soi-même. D'accord? En fait, c'est une technique de thérapie cognitive et comportementale, donc de TCC,
qui a vraiment une efficacité sur l'anxiété et la dépression. Ça a été prouvé par des centaines d'études, donc moi-même j'en fais partie. Hein. Ma psy me l'a dit, j'ai testé, aujourd'hui je suis guérie, donc bon, voilà quoi. La régulation du système nerveux, donc ce sont en fait des techniques qui vont nous aider à vraiment à nous réguler notre système nerveux. Donc voilà, respiration, ancrage, marche rapide. La marche rapide aide beaucoup. Donc il faudrait que vous compreniez alors que votre hypersensibilité, la sensibilité en fait doit être notre boussole. Aujourd'hui, comme j'ai dit, notre société veut à tout prix privilégier les personnes mécaniques, les personnes qui ne ressentent rien, il faut que ça aille vite, il faut qu'on ne réfléchisse pas, on prenne une décision, mais voilà quoi. Notre sensibilité peut être une boussole. Écoutez aussi nos émotions, d'accord? Si nous sommes humains, d'accord? L'être humain est un être social. On est appelé à avoir des émotions, on est appelé à ressentir des choses. Il ne faudrait pas les refouler sous prétexte que oui, ressentir des choses, ce n'est pas bon. Et je parle surtout, je lance une petite pique aux hommes. C'est OK de pleurer. Je sais que la société nous a toujours dit que les hommes ne doivent pas pleurer. Après, on finit avec, oui, en entreprise, on se retrouve avec beaucoup d'hommes qui souffrent de burn-out. Mais il faudrait que vous compreniez que c'est OK de pleurer. C'est OK de ressentir des émotions, ça fait partie de vous. Et pour les croyants, bah, Dieu vous a créé avec des émotions. C'est normal. D'accord? Il ne faut plus les cacher, il faut plutôt les utiliser pour vous guider. D'accord? Le leadership de demain, il est humain, empathique et authentique. Donc, il faudrait maintenant décider dès maintenant de vous assumer. Les personnes qui sont hypersensibles, il faudrait vraiment que vous décidiez aujourd'hui d'avancer malgré votre hypersensibilité parce que c'est une force aussi. Votre capacité de comprendre les autres est une force qui peut les aider aussi en entreprise. Votre capacité d'écouter est importante. C'est une soft skill, c'est un soft skill. D'accord? Ce n'est pas un défaut. Donc, pour finir, je vais faire un petit récapitulatif. Hein. Donc, l'hypersensibilité, ce n'est pas un défaut, c'est un trait neurologique présent chez 15 à 20% de la population. L'hypersensibilité apporte des dons exceptionnels, dont l'empathie, la profondeur, la créativité et l'intelligence émotionnelle, la fameuse intelligence émotionnelle. L'hypersensibilité a des défis réels, mais qui nécessitent aussi des outils concrets. Assumer qui on est vraiment, c'est la base du leadership authentique et durable. Aujourd'hui, mesdames et messieurs, je voudrais vous dire que vous avez le droit d'être sensible et surtout d'être un leader puissant ou puissante. Ces deux choses ne se posent pas du tout. Merci beaucoup de m'avoir écouté. Alors, je voudrais déjà remercier Madame Emmanuelle Mabélé pour cette présentation qui, je suis sûre, a ému plus d'un certain. Parce que c'est vrai que la plupart d'entre nous, on ne doit pas se l'avouer ou être honnête, on est tous hypersensibles, que ce soit un temps soit peu à un moment de notre vie. Mais comme elle a dit, l'hypersensibilité n'est pas un trait de caractère à gérer, c'est une compétence à adopter. C'est apprendre, comme elle a dit, à se connaître, à s'assumer pour devenir une figure de qualité rassurante. Et j'espère que cette petite présentation aura éclairci beaucoup d'entre nous sur certaines situations. Et si vous aviez des questions par rapport à ce que Madame Mabélé a dit ou que vous voulez des éclaircissements, la parole est à vous. J'ai une question, si je peux me permettre. Bonsoir, tout d'abord. Bonsoir. D'abord, merci C'est pour qui votre parle? message.
Désolée, hein. Coucou Sage. Ça va, j'espère. Merci pour la présentation. Oui, ça va. Elle était très intéressante. Merci à toi. Oui, vas-y, je t'écoute. Une question, je voulais savoir en fait si l'hypersensibilité, c'est sur une échelle aussi en fait. Est-ce qu'il y a des gens qui ont tendance à être beaucoup plus hypersensibles que d'autres? Est-ce que, enfin, je voulais savoir si c'était une échelle. Et une deuxième question aussi, c'est en fait, avec ça, comment tu gères par exemple les moments difficiles, notamment lorsqu'on ça arrive en fait, qu'on ait tous des échecs dans un truc en fait, dans le monde du travail, des choses par exemple que tu avais commencé à faire et tu l'as pas réalisé correctement ou de ton quoi. Comment tu gères ce qui pourrait être perçu comme un échec et ne pas rester focus et centré là-dessus en fait. Merci. Merci à toi, Sage. Est-ce qu'on va procéder par, enfin, que je réponde ou que j'attends que tout le monde pose des questions? Non, non, vous pouvez répondre. On procédera par question-réponse. D'accord, merci. Donc, je pense que la première question, c'était est-ce que l'hypersensibilité, enfin, il y a des échelles et tout? Bah oui, parce qu'en fait, c'est comme, bon, c'est pas la même chose, hein, d'accord, on est d'accord. C'est comme avec l'autisme, il y a des spectres, voilà, le spectre Asperger, il y a différents spectres. Donc, avec l'hypersensibilité aussi, c'est pareil, d'accord. Il y a des spectres, en fait. Et c'est même ce qui est fascinant, en fait. Donc, c'est pas juste un état, comment on peut dire, binaire, d'accord. Donc, il y aura des personnes qui auront un degré plus fort que d'autres. Ça dépendra aussi de la nature, par exemple, des stimuli ou du stimuli sensoriel. Ça peut être, parfois, d'autres, c'est au niveau émotionnel. Donc, on va ressentir les émotions. D'autres, c'est vraiment au niveau, comment dire, des stimuli. D'accord? Avec texture, lumière, comme j'ai dit. Et d'autres, c'est avec les émotions. Parce qu'il y a aussi l'environnement aussi qui joue sur tout ça. Tu auras un hypersensible qui, lui, va grandir dans un environnement bienveillant. Il aura tendance à savoir réguler, en fait, ses émotions. Alors que quelqu'un qui vit dans un environnement plutôt où on invalide, en fait, ses ressentis, genre, tu es trop sensible et tout, bah, ça peut amplifier, en fait, la souffrance liée à l'hypersensibilité et aussi faire à ce que la personne ne sache pas vraiment, en fait, réguler, en fait, ses émotions. Après, je ne sais pas si je me fais comprendre, mais oui, il y a des échelles, ce sont des spectres. Tout le monde ne ressent pas tout de la même façon. Et en ce qui concerne la seconde question, est-ce que moi, comment je fais pour gérer tout ça? Je vous avoue que moi-même, en ce moment, j'apprends encore. Je suis dans la phase où je m'assume. Je commence à assumer la personne que je suis, la personne hypersensible que je suis et les qualités que j'ai. Donc oui, durant les moments difficiles, déjà, je suis une personne plutôt positive de base. Donc, ce que je fais, c'est que j'essaie de ne pas me laisser absorber par les problèmes. Je vais pleurer, bien sûr. Je vais pleurer un bon coup. Mais après, je vais me dire, OK, qu'est-ce que je dois faire? Par exemple, il y a quelques jours, j'étais censée faire une tâche au boulot et j'avais pas fait la tâche. C'était vraiment une tâche importante. C'était un mail qu'on devait envoyer pour une sorte de collaboration. Et puis voilà, il y avait un délai. Et moi, j'étais tellement sûre. Il y avait énormément de choses à faire. J'avais complètement oublié ce mail. Et l'équipe était comme, mais là c'est chaud, il faudrait qu'on parle avec X, Y, Z. Et moi, je suis d'abord allée pleurer dans les toilettes parce que c'était de ma faute. J'étais celle chargée de ce truc-là. Et je ne l'avais pas fait. Je suis d'abord allée pleurer un bon coup. Et après, j'ai essuyé mes larmes. Je suis retournée dans le bureau. J'ai dit, bon, qu'est-ce qu'on peut faire et tout. Ah non, il faut qu'on puisse parler. Ah, ok. On m'a dit, il faut que tu appelles à monsieur X, il faut que tu appelles monsieur X. Ensuite, tu essaies de parler et voilà et tout. C'est ce que j'ai fait. Et effectivement,
il nous avait accordé un délai, j'ai pu envoyer le mail, tous les documents à fournir et voilà, on s'est inscrit à la chose. Voilà. Donc, en gros, moi, ce que je fais, je vous avoue, je plaire d'avoir un bon coup. Après, je me dis, bon, qu'est-ce que je peux faire maintenant? Et après, on essaie de trouver la solution. En gros, c'est un peu ça. J'espère que j'ai répondu à tes questions. Oui, oui, merci Roxane. Je t'en prie, Sage. Quelqu'un d'autre a une question? Moi, j'ai une question pour vous, Madame Malheureux. Vous avez une question. Oui, je vous écoute. C'est qui? Abdoulaye Kalmado. Ah, ok, ok. Oui, je Bonsoir. vous écoute. Quelle est votre question? Bonsoir. Oui. Voilà, moi je suis dans la profession intellectuelle. Mais mon problème c'est le souci c'est comment je suis très gentil avec tout le monde. Quoi. Comment arrêter d'être gentil avec mes clients. Parfois il y a des prestations que moi je fais sur le dit. Et ça, ça joue sur mon travail. Ok, donc vous êtes trop gentil au travail, c'est ça? Genre, vous avez envie d'être moins gentil avec vos collaborateurs, de ce que je comprends? Oui, oui. Ok. Déjà, c'est comme j'ai dit, en fait, il faut savoir mettre des limites. D'accord? Apprendre à dire. C'est pas facile. C'est pas facile parce que généralement, en fait, pour ma part, c'est souvent un problème avec la peur de décevoir, la peur de créer un conflit. Si c'est par exemple avec des clients, c'est vraiment vouloir garder le client, etc. Mais il faudrait vraiment apprendre. Bon, qu'est-ce que vous pouvez faire par exemple? Si quelqu'un vous demande quelque chose, vous n'êtes pas en mesure de faire, il faudrait déjà commencer par faire une pause. Après, oui, non. Essayez de faire une pause, réfléchissez, d'accord? Vous dites, ah, un instant, c'est vraiment juste te donner le courage de dire non, en fait. D'accord? Et ensuite, tu peux, si c'est vraiment, genre, est-ce que tu peux venir, j'aurais besoin de toi, c'est urgent et tout, j'ai besoin de toi. Tu peux dire, ah, malheureusement, je ne serai pas disponible. Après, c'est vrai que c'est peut-être triste, mais commencez par ça. Moi, personnellement, j'ai commencé comme ça avant de commencer à dire non aux gens et arrêter d'être trop gentil. C'était vraiment par ça. Ah, désolé, je ne pourrais pas être disponible, malheureusement. Euh, ah, mais si tu veux, je peux remplacer par ça, je peux appeler X, Y, Z pour me remplacer. Ce genre de choses. Ah, mais est-ce que tu peux me prêter l'argent? Ah, je suis navrée, je ne pourrais malheureusement pas te prêter de l'argent. Sans forcément dire que oui, en fait, moi-même, j'ai des problèmes. Juste apprendre vraiment à être direct. La première fois, ça fait mal. La première fois, on a peur, ça stresse. Mais avec le temps, on finit par s'habituer. C'est vraiment juste s'exercer. Le truc, c'est vraiment trouver le premier non là. C'est ça que c'est un peu compliqué. Mais une fois que vous dites non, la première fois, ça sera plus simple avec le temps. Vous verrez que ce sera facile. Donc, de mettre des limites et de ne plus être trop gentil avec vos clients. Merci beaucoup. Je vous en prie. Je pense que Marie-Elisabeth Quelqu'un a d'autre a une une question. question? Oui, j'ai une question, s'il Ok, vous plaît. oui. En fait, j'ai manqué presque le milieu de la présentation. Donc, je pense que vous avez peut-être abordé le point sur comment reconnaître les hypersensibles. Mais bon, je l'ai loupé. Je voulais poser une question de savoir comment est-ce qu'on peut vivre paisiblement avec une personne qui est hypersensible. Par exemple, j'ai ma petite sœur qui est un peu hypersensible parce qu'elle pleure tout le temps devant des films. Mais c'est un peu difficile, voilà, au quotidien parce qu'on ne peut pas lui crier dessus, on ne peut pas lui faire des reproches, on peut pas. Du coup, je voulais savoir comment on peut facilement vivre avec une personne qui est hypersensible.
Ok, je vois un peu. J'imagine que c'est pas évident pour les personnes qui ne sont pas forcément hypersensibles. Après, moi, je me dis qu'il faut faire preuve de compréhension, d'accord? C'est pas évident. C'est vraiment pas évident. C'est vraiment pas évident, en fait, comme... moi, tout ce que je peux vous faire, c'est vraiment, je peux vous dire, c'est vraiment faire preuve de bienveillance. C'est pas évident, elle ne fait pas exprès. Vraiment, elle ne fait pas exprès. Si elle pouvait, elle allait vous dire que je ne fais pas exprès, je ressens juste les choses plus fort que les autres. Donc, si vous pouvez juste être un peu plus compréhensif, vous comprenez? Vraiment, là, clairement, on est dans un cas où elle ressent les choses bien, mais déjà, attendre, par exemple, le bon moment pour parler, essayer de comprendre. Et qu'est-ce qui t'a fait pleurer, en fait, dans cette histoire? Euh, qu'est-ce qui t'a fait pleurer? Comprendre, en fait, la personne. Je sais que c'est parfois chiant pour les gens qui ne sont pas forcément hypersensibles. Désolée hein, pour le mot. Mais juste faire preuve de compréhension. Moi, j'aurais beaucoup aimé qu'on fasse preuve de compréhension envers moi, d'accord? Vraiment prendre le temps de parler à la personne pour dire, mais qu'est-ce qui t'a fait pleurer? Ah, en fait, c'était tellement triste de voir, je sais pas, le poisson dans l'eau mourir, je sais pas, et tout. Et tu diras, ok, mais c'est pour ça que ça t'a fait ressentir tout ça et puis essayer de comprendre en fait ce qu'elle ressent, d'accord? C'est vraiment juste comprendre qu'elle ne choisit pas de réagir de la sorte. C'est pas de sa faute en fait, d'accord? C'est son système nerveux qui traite tout en fait de cette façon. Mais ça ne veut pas dire qu'elle ne peut pas apprendre ou qu'elle ne peut pas évoluer, d'accord? C'est vraiment juste, ah mais tu comprends, oui, je comprends que ce soit triste, mais avec le temps, il faudrait que tu apprennes à te calmer, que tu peux respirer, lui dire de respirer, ce genre de choses en fait. Moi personnellement, c'est ce que j'ai fait. Donc, je ne sais pas si je réponds à la question, mais voilà un peu. Merci beaucoup. Je vous en prie. Val, pour ça, Ketia Modza a une question, je pense. Ok, sage. J'ai une autre question en fait, pour ça. Est-ce que, par exemple, pour la personne, je pense Marie, qui a posé la question un peu avant, je veux savoir en fait si il y a une différence pour une personne hypersensible, enfin, si elle ressent un peu plus des... Je dirais si sa sensibilité est un peu plus élevée, en fait, quand elle est avec des personnes proches d'elle, en quelque sorte, comparé à des personnes, par exemple, au boulot, des personnes lambda et tout. Tu vois, genre avec la famille, est-ce que la personne aura tendance à être beaucoup plus sensible comparée avec les personnes au travail? Et aussi, deuxièmement, je sais pas comment ma question, si, je sais pas, j'ai un peu peur que ma question soit mal perçue, mais j'ai remarqué de nos jours que beaucoup de gens ont tendance à un peu comme se définir avec... donc après, c'est pas une maladie ou quoi, mais les gens, parfois, s'ils souffrent, par exemple, de dépression, ah, ils sont genre ma dépression, elle est compliquée. En fait, ça devient un peu comme si toute leur personnalité tourne autour de ça, en fait. Et je me dis, en fait, comment ne pas, j'ai envie de dire, tomber dans le piège de dire que être hypersensible, c'est juste ressentir des choses et tout, et un peu donner des excuses pour ça, pour ne pas apprendre à gérer ça. Je sais pas si ma question a un sens, mais bon, voilà. Non, effectivement, je comprends totalement. Je comprends totalement. En ce qui concerne le truc où tu dis, pardon, où tu demandes si le fait d'être hypersensible, un instant s'il vous plaît. Et voilà, je devais tomber là. Donc, en fait, la question où on dit si les hypersensibles parfois sont encore plus sensibles au milieu de famille ou ce genre de trucs, oui. En fait, j'avais fait des recherches dessus. Apparemment, ça s'appelle en fait effet de sécurité affective, si je ne dis pas de bêtises. Mais en gros, c'est plus on se sent en sécurité avec quelqu'un, plus on peut se permettre en fait de ressentir ou de s'exprimer pleinement. Je pense que ça nous arrive d'une certaine façon à tous, où on sera plus libre avec nos proches,
avec les autres, les gens qui ne nous connaissent pas. Donc à l'extérieur, on aura tendance à essayer de camoufler qui on est, d'accord? Essayer de camoufler, de résister en fait cette envie de pleurer ou ce genre de truc, voilà. Masquer, voilà. En anglais, on appelle masquer. On dit masquer. Je sais pas si... Oui, c'est vraiment masquer ce qu'on est. Et une fois qu'on est avec nos proches, on peut être libre, on commence à pleurer tranquillement parce qu'on sait qu'eux, ils vont pas nous juger en fait. Et en ce qui concerne l'autre question, je pense que c'était par rapport oui, ça c'est un truc que moi-même j'ai remarqué. Et c'est pour ça que je dis qu'il faut travailler avec les professionnels de santé. Je sais que c'est pas donné à tout le monde, ou parfois, excusez-moi, parfois en ligne, on aura des gens qui vont dire que oui, en fait, je suis dépressive, oui, je suis tombée en dépression. Ça, c'est un terme que j'entends beaucoup. Mais parfois, les gens se sont auto-diagnostiqués. Et s'il vous plaît, si vous faites arrêter, d'accord? Je sais que les phases de déprime peuvent arriver. Les phases de déprime arrivent très souvent et c'est normal, c'est la vie n'est pas facile. Mais s'auto-diagnostiquer, ah, j'ai été dépressive, on t'a mal parlé, ah, ça m'a fait entrer en dépression. Non, il faut arrêter de s'auto-diagnostiquer, d'accord? Et il y a certaines personnes qui vont parfois, comment dire, trouver des excuses par rapport à leur maladie. Ou genre, on va dire, ah non, c'est parce qu'elle est dépressive qu'elle fait ça, et tout et tout. Non. Déjà, il y a deux cas où les personnes qui vont dire, ah non, mais elle aussi, elle est dépressive, donc c'est pour ça qu'elle fait ça. Non, ça déjà, c'est dangereux, déjà juger les personnes par rapport à ça. Et pour les personnes parfois qui sont malades et qui vont dire que non, c'est parce que je fais ça, c'est pour ça que j'ai eu telle réaction. Non. Parfois, quand on est malade aussi, on est conscient aussi de ce qu'on fait, mais aussi où on n'est pas conscient aussi, il y a des cas comme ça, oui. Mais il faut apprendre à ne pas se trouver des excuses, mais aussi faire preuve de patience aussi envers soi-même et envers les autres. C'est pour ça que je dis l'empathie, c'est vraiment important. Je prends juste l'exemple de la dépression, comme c'est ce dont on a parlé, où la personne n'aura pas envie de sortir, ou parfois ça fait chier le monde autour de lui ou d'elle, et les gens ont tendance à dire que ouais, c'est bon, elle n'aime pas sortir et tout, donc c'est souvent la maladie là, et tout. Mais vous savez, c'est un état, c'est difficile. Parfois, la personne veut, mais elle ne peut pas. Elle ne peut pas. Donc, ceux de l'extérieur doivent faire preuve vraiment d'empathie et faire preuve de patience. Et au niveau de la personne elle-même dépressive, ça c'est compliqué. C'est compliqué dans le sens où elle aussi, il faut d'un côté ce regain de vouloir s'aider. Et parfois, ce regain-là, c'est souvent difficile. C'est souvent difficile. Et parfois, la maladie va encore te faire sombrer encore plus au point. Parfois, tu vas commettre des actes qui vont parfois énerver encore plus les autres. Mais parfois, c'est pas toi. Parfois, c'est la maladie, en fait, qui te fait encore sombrer plus. Maintenant, en ce qui concerne les autres personnes qui vont s'auto-diagnostiquer, qui disent oui, c'est parce que je suis dépressive. Ça, moi, en général, je trouve que ce sont les personnes qui s'auto-diagnostiquent. Je te promets. Quelqu'un qu'on a diagnostiqué qui est sous antidépresseur, c'est difficile. C'est pas évident c'est pas une fierté, je t'assure. Moi, je vois ça beaucoup sur les réseaux où les gens s'auto-diagnostiquent pour tout et rien, en fait. Et parfois, ce sont ces personnes qui vont vulgariser la chose, alors que les vraies personnes qui souffrent parfois de ces maladies chroniques ou d'autres maladies, vont vous dire qu'elles ont une autre façon de voir les choses, en fait. Elles ont une autre vision, elles ont une autre façon de parler. Tu sens que les personnes sont éduquées sur le sujet. Une personne éduquée sur la maladie, parfois, non, son discours sera vraiment plus cohérent que quelqu'un qui n'est vraiment pas éduqué sur la maladie. Donc voilà un peu. Je ne sais pas si je réponds à ta question, mais j'espère. Oui, merci beaucoup pour ça. Ah, il y a une question. Belle Dalène, oui. Oui, Dalène, tu peux poser ta question. Premièrement, j'ai une intervention et deuxièmement, j'ai une question. L'intervention, c'est par rapport à la question qu'a posée Marie, je crois, par rapport à sa soeur qui est hypersensible et comment se comporter
avec elle. Donc, à mon avis, quand on est face à ce genre de personnes, il faut, comme a dit Manu, de l'empathie et de la compréhension. C'est-à-dire que ces personnes-là ne voient pas les choses comme les autres. Elles ressentent tout comme, selon le degré de leur sensibilité, elles ressentent les choses beaucoup plus que le commun, le commun des mortels. Donc, quand elles sont, des fois, quand elle est là, elle pleure sur quelque chose ou bien elle a une émotion qui elle est en train de vivre une émotion, il faudrait premièrement la laisser euh, vivre l'émotion. Par exemple, si elle est en train de pleurer sur quelque chose, le fait que vous lui posez par exemple la question, pourquoi tu pleures, pourquoi tu fais ceci, pourquoi tu fais cela, elle ne saurait, à l'instant T, elle ne pourra pas être capable de vous expliquer le pourquoi elle est dans cet état. Parce que par moment, elle-même est en train de dealer, essayer de comprendre pourquoi elle ressent la chose. Le mieux, ce serait de laisser la personne digérer l'émotion et quand elle sera beaucoup plus calme, la prendre à part, essayer de discuter avec elle, comprendre son ressenti, son point de vue et essayer de lui expliquer ou bien de recadrer les choses. Ma question, c'est par rapport à l'intervention de Kessia. Sa question, je l'ai prise, il y a un double sens à côté que j'aimerais soulever. Parce que de nos jours, il y a des gens qui utilisent l'hypersensibilité comme une excuse. C'est-à-dire que parce elles justifient leurs actes par de l'hypersensibilité. Que ce soit des actes bonnes ou mauvaises, surtout les mauvaises, elle excuse par l'hypersensibilité. Par exemple, elle a fait quelque chose de mal envers l'autre et on lui fait savoir, mais elle va se cacher derrière l'hypersensibilité pour justifier son acte. Ce qui va être compréhensible, on va comprendre que voilà, elle est hypersensible. C'est comme ça, mais étant en face de quelqu'un d'autre, elle doit pouvoir aussi se mettre à la place de l'autre et essayer de comprendre le ressenti de l'autre. Maintenant, si on est face à ce genre de personnes bornées qui excusent tout par rapport à son hypersensibilité, qu'est-ce qu'on fait dans ce genre de cas? Est-ce qu'on va continuer à être empathique ou bien pour se protéger, s'éloigner de cette personne? Que ce soit dans le milieu scolaire, familial ou bien professionnel. C'est ça ma question. Vraiment, vous avez des questions difficiles. Bon, je ne saurais pas comment vous expliquer, mais je pense qu'il y a certaines fois, enfin, il y a certains moments dans les maladies, de ce que je sais, parfois dans les maladies mentales, hein, les gens en fait vont utiliser parfois leur maladie comme bouclier, parfois pour justifier entre guillemets, voilà, leurs problèmes et tout. Mais là, on est vraiment dans une forme de manipulation et ça, c'est dangereux. Ça, c'est vraiment dangereux. Donc, il faut plutôt... ouais, je pense que s'éloigner, mais parler d'abord avec la personne. C'est vraiment là, je pense qu'il faut vraiment faire preuve de communication. Parler avec la personne, parce que oui, se protéger, c'est légitime, hein, mais vrai. Il faut aussi protéger notre paix. Si les gens absorbent notre paix, là, ça devient quand même compliqué, il faut l'avouer. Donc, il faut plutôt se poser la question comme est-ce que la relation, en fait, elle me coûte plus qu'elle m'apporte, en fait. Tu vois. Si c'est quelqu'un que tu peux supporter, et c'est quelqu'un qui n'est pas forcément borné, mais je pense que dans le cas, c'est vraiment quelqu'un de borné. Je pense que la meilleure des choses, c'est vraiment parler avec elle avant de s'éloigner et puis je lui dis, écoute, moi, je n'arrive pas, hein. Et je vais te laisser. Je pense que voilà, ça c'était ma réponse. Parce que moi, quelqu'un qui va absorber mon énergie, je pense que je ne pourrais pas dealer avec le temps. Donc tu dis, je comprends que tu sois hypersensible, mais là, ce que tu as fait,
ça m'a blessé, je comprends que tu sois ceci, mais là, ce que tu as fait, ça m'a blessé. Mais si sa réponse, c'est se rétracter ou dire que non, en fait, c'est toi ou non, non, là, c'est dangereux. Là, je pense qu'il faudrait vraiment voilà, que tu mettes tes limites aussi de ton côté et puis voilà. Voilà. Il ne faudrait pas utiliser sa maladie comme excuse, même s'il y a certains comportements, même s'il y a certaines choses que notre maladie peut nous faire. C'est pas, là, je parle de maladie, je ne dis pas que l'hypersensibilité, c'est une maladie, je parle en général. D'accord? Il ne faut pas que notre maladie peut nous faire des choses, mais il ne faut pas qu'on commence à se cacher derrière, voilà, abuser de notre condition, en fait. Et ça, c'est grave parce que là, ça devient de la manipulation. Et ça, c'est dangereux. Et tu auras raison de garder ta paix, en fait, et de t'éloigner. Voilà. Ça, c'est moi. Après, je pense que peut-être que des spécialistes auront une réponse vraiment plus claire par rapport à ça. Voilà, c'était ça ma réponse. J'espère que Madame Emmanuel a pu répondre à votre question. Oui, elle a répondu à ma question. C'était juste pour... parce que quand elle faisait son exposé, elle a parlé aussi du côté toxique qui pouvait ressortir de l'hypersensibilité. Donc, je suis satisfaite de la réponse qu'elle a donnée parce que ce que nous qui faisons face souvent à des personnes hypersensibles par l'envie, le besoin de toujours plaire, de toujours pouvoir, quel mot j'ai utilisé, convenir à tout le monde, souvent on s'oublie en fait, en voulant aider l'autre, en voulant être trop compatissante, on s'oublie et sans s'en rendre compte, on se draine un peu. Et le moment, si on n'a pas une intelligence émotionnelle ou bien si on n'a pas une réactivité immédiate, on se rend compte trop tard que en voulant aider quelqu'un ou en voulant comprendre la situation de quelqu'un par son hypersensibilité ou bien quel que soit le mal par lequel il est en train de passer, on se tue à petit feu. D'où elle a parlé de se connaître et de mettre les limites. C'est vrai qu'on peut être hypersensible ou faire face à des personnes hypersensibles, mais par-dessus tout, il faudrait d'abord se connaître et se protéger soi-même. Si déjà on sent que la situation, on peut pas faire face, même si on a le besoin d'aider la personne ou bien de bien faire la chose, le mieux c'est d'abord se retirer, aller, comme elle a dit, aller se ressourcer, aller refaire un plein d'énergie avant de revenir. Il ne faudrait pas que le besoin de plaire ou bien le besoin d'aider, le besoin de compassion envers l'autre nous pousse à nous drainer et à se retrouver encore plus bas que la personne qu'on voudrait aider. Parce que les gens qui sont hypersensibles, elles ressentent tout. Elles ressentent les énergies autour d'elle. Comme Manu l'a dit, quand une personne est triste, quand une personne passe une mauvaise journée, toi qui es hypersensible, même si tu n'arrives pas à déterminer par quoi la personne passe, tu le sens et tu as cette envie-là d'aller voir la personne, essayer de la consoler, de la décharger. Mais il ne faudrait pas que ce besoin-là, cette capacité-là nous pousse à nous drainer et à nous tuer à petit feu. Donc, la recommandation que j'aimerais faire à tout le monde, c'est que hypersensible ou pas, on a tous des émotions et par-dessus tout, on doit préserver notre paix au début de tout. Quand tu sens que quelque chose, tu ne peux pas dealer avec, retire-toi d'abord, essaie de comprendre ce qui se passe, ressource-toi et puis reviens en force. C'est tout. Merci beaucoup, Dalen, pour la contribution. Est-ce qu'il y a une autre question pour Mme Emmanuelle Mabéry?
Bon, je pense qu'on arrive à notre fait. Et merci infiniment à Mademoiselle Emmanuelle pour cette authenticité. Ce n'est pas tous les jours qu'on entend parler de leadership avec autant d'humanité. Et pour nous accompagner dans cette phase d'échange, j'ai le plaisir d'accueillir notre coach formateur, Lily Karimi. La parole est à vous. Merci Yasmina, merci Emmanuel, c'est un plaisir encore une fois de vous avoir sur MindUp. Je tiens à remercier également chacun et chacune des participants à ce webinaire. Je vois que les échanges ont été vraiment constructifs, il y avait beaucoup d'informations qui ont été distillées, ça me fait plaisir. Donc j'en profite pour donner une ou deux annonces juste avant de lever donc comme ça la séance. Alors donc premièrement, la séance elle est enregistrée, donc elle sera diffusée dans 1 heure je pense sur la plateforme YouTube de MindUp Academy. Donc elle sera totalement disponible. Je pense que je vais envoyer le lien dans le groupe MindUp. Et deuxièmement, donc le dimanche prochain, on va aborder un tout nouveau thème. Ça sera toujours sur le volet féminin. Bon, ça concerne tout le monde, mais c'est une dame qui va présenter, et donc ça sera sur l'employabilité des jeunes, et le thème c'est tout pour décrocher un emploi en 2026. On va balayer un peu tout ce qui est rédaction de CV, ça va être un webinaire très technique. On va balayer un peu la rédaction de CV, la recherche d'offres d'emploi, l'entretien d'embauche et tout ce qui va avec. Donc, je vois qu'aujourd'hui, on a été dans une moyenne de 10 personnes qui se sont connectées. J'aimerais voilà, que vous puissiez en parler autour de vous pour que la prochaine fois, on puisse être plus nombreux que ça. Ce qui est bien avec des événements en ligne, c'est que on n'a pas de limite. On peut aller jusqu'à 100, 200, 300. Donc, voilà, c'est tout ce que je pouvais dire. Moi, ça me fait plaisir. Je tiens à remercier encore une fois chacun d'entre vous, à remercier Emmanuel pour cette si belle prestation. J'ai moi-même appris des choses. J'ai appris beaucoup de choses, et je pense qu'il y a des choses que j'ai appris ici que je vais ressortir lors de mes coachings, qui pourra aider les personnes que j'accompagne également. Et pour tous ceux qui veulent discuter avec Emmanuel, qui ont peut-être plus de questions à lui poser, n'hésitez pas à me contacter. Je pourrais vous mettre en contact avec elle. Donc voilà, la séance est levée. Merci à vous et passez une très bonne soirée. Bonne soirée à tous et merci encore pour l'invitation. J'étais très honorée, c'est un plaisir. Passez une excellente soirée à tous et merci pour tous ces échanges. Merci.